Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 23 décembre 2020. Bienvenue dans cette édition spéciale du journal de 20h consacrée à la sortie exceptionnelle d'un nouveau concept sur la chaîne de Captain Wiseman. Nous sommes d'ailleurs avec lui ce soir en duplex pour en parler plus amplement. Oui, bonsoir. En fait, pour faire simple, j'ai décidé de créer un concept qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui et qui me correspond réellement. C'est de raconter des histoires en vidéo à partir de 10 mots imposés que je choisis au hasard dans le dictionnaire. Je dois créer des histoires assez rapidement, de A à Z, donc on peut avoir des histoires totalement loufoques, qui n'ont ni queue ni tête. En général, ce sera le cas. Et donc voilà, je les raconte, je les lis en vidéo auprès de tous ceux qui voudront me regarder. Voilà, en cette période un petit peu difficile, ça permet de s'évader, de rêver un petit peu, de se détendre. Et le but, pour ceux qui ont une cheminée, de se poser au coin du feu et d'écouter un petit peu ce que je peux raconter. Donc ça fait du bien aux gens. Moi, ça me permet de développer ma créativité, mon imagination et le fait que j'aime écrire. Donc c'est ce que j'avais envie de faire et je suis assez satisfait de m'être lancé dans ce projet-là. D'ailleurs, j'en ai une toute prête ce soir en avant-première sur votre chaîne, si vous voulez bien lancer le... C'est bon? Ok, merci, super. C'est parti. La nuit venait de tomber sur la forêt de Red House en ce milieu d'hiver. Il était à peine 17h30 et le chemin principal, qui se frayait un passage au cœur du bois, devint aussi sombre et inhospitalier que le reste des environs, où il n'était pas rare de croiser au détour d'un bosquet touffu une famille de cervidés nullement apeurés par les faisceaux des lampes torches, de ceux qui, se sentant l'âme d'un aventurier, tentaient de traverser la forêt. En fait, depuis 1950, 24 malheureux casse-cou, financés par le comité de défense des citoyens, s'étaient risqués au grand voyage sans jamais revenir. Personne ne connaissait l'architecture de la forêt passé la zone de crête visible du village de St. James. Nul n'avait réussi à cartographier les environs, et depuis l'arrivée de la technologie de reconnaissance aérienne, aucun drone n'était parvenu à survoler le bois sans subir d'avaries techniques, les faisant s'écraser violemment dans la masse vert sombre. Les témoignages des pilotes faisaient état d'un organisme vivant, d'un grand amas surnaturel prêt à happer tout ce qui avait l'effronterie de pénétrer son champ de protection. Si les moqueries étaient nombreuses, il n'en demeurait pas moins qu'un état de psychose rongeait les habitants, contraints de vivre dans l'ignorance du monde extérieur. Certaines règles avaient été mises en place pour lutter contre les drames devenus trop récurrents, en particulier la nuit qui cristallisait la majorité des horreurs liées à Red House. En lisière, des cris, des gémissements filtraient et se faisaient entendre jusqu'à la place du village, d'où partait une patrouille de reconnaissance chaque soir, sans qu'en plusieurs années on eût trouvé le moindre signe de vie expliquant ces sons paranormaux. Un message enregistré était diffusé tous les jours à 20h pour rappeler à chacun de rester prudent et de ne tenter sous aucun prétexte de s'aventurer au-delà des limites matérialisées par une clôture en barbelé. Le mois de juillet, selon une tradition macabre et inexplicable, était le théâtre d'exécution d'animaux retrouvés au petit matin, déchiquetés et pendus aux poteaux de la clôture, de laquelle émanaient des odeurs pestilentielles de putréfaction,
d'autant plus accentuée par la chaleur étouffante de l'été. Igor Marinska regarda son téléphone une dernière fois avant que le manque de batterie n'eût raison de lui. Il indiquait 23h04. Il était 18h il y a 5 minutes. Manifestement, des événements dépassant l'entendement se produisaient ici. Pour lui, rien n'avait de sens. Il s'était réveillé au cœur de la forêt sous un énorme chêne après s'être endormi chez lui, dans un lit, dans un monde normal. Le silence, lourd, pesant, lui donnait l'impression d'être observé. Derrière lui, une branche craqua. Il se retourna subitement, personne. Des feuilles, comme piétinées, l'alertèrent à sa gauche. À sa droite, quelque chose semblait gratter le sol avec des griffes acérées. Igor fut pris d'une terreur qui glaça son sang jusqu'à ses os. Recroquevillé sur lui-même, il sentit une pression sur ses épaules. Quelqu'un se penchait en ce moment même sur lui, derrière son dos avec un souffle saccadé, digne d'un mort revenu à la vie. Puis plus rien. Il ouvrit les yeux et vit une lampe torche devant lui. Définitivement, rien n'avait jusque-là le moindre sens. La forêt lui faisait don d'une lumière, d'un espoir. Le scintillement de la lampe, aux piles fatiguées, achevait de peindre le tableau d'une nuit terrifiante. Un lapin, au pelage mantelé, s'approcha clopin-clopant. Sa fourrure était tondue, vandalisée, souillée par une écriture de sang indiquant cyniquement « lagomorphe ». Qui pouvait bien orchestrer une telle mise en scène inhumaine? Un pick-up d'une condition déplorable, rouillé et délesté d'un phare, perça la pénombre et vint s'immobiliser à sa hauteur. La vitre se baissa et un homme au masque de hyène tourna la tête dans sa direction avec la lenteur des cadavres désarticulés. Il posa son bras contre la portière et sa main glissa le long de la carrosserie. Ses ongles crochus, plus sales encore que ceux d'un garagiste, griffèrent la peinture dans un crissement à faire vibrer les dents de douleur. Le 4x4 n'avait pas de capot. Il n'avait pas de moteur non plus, en dépit du fait qu'un bruit mécanique laissait penser l'inverse. Les feux de détresse, enclenchés, coloraient par intermittence un rayon de 50 mètres d'un orange intense. À chaque clignotement, un arbre prenait feu autour d'Igor, bientôt pris au piège dans une fournaise satanique. Une percée à l'ouest le convint de filer à toute allure pour se soustraire au pauvre fou qui l'attendait à bord de l'auto. Dans sa course, il se prit les pieds dans un tas de flûtes, posées à même le sol. Un doute, tenace, le tétanisa. La flûte était depuis son enfance sa raison de vivre, son terrain de jeu favori, son truc à lui, sans pouvoir légitimement assurer qu'il soit au pinacle du genre. Il s'empara de l'une d'elles et joua instinctivement une mélodie. L'homme hyène, lépreux, galeux, pouilleux, qui s'était avancé vers lui à moins de 2 mètres, stoppa sa marche et se mit à convulser. Comme téléguidé, il sortit un papier et le signa d'une main tremblante avant de le tendre à Igor. Son nom apparaissait dessus, en tant que co-signataire. Un cri assourdissant retentit du compartiment moteur du pick-up. Igor ferma les yeux. Il ne les rouvrit plus jamais. J'avais pas lancé correctement, je pense pour ça.